Aujourd'hui, pour vous dire combien nous sommes inquiets de la façon dont le gouvernement libéral a abandonné la Montérégie à son triste sort, et son sort, c'est la congestion. Et là, on est vraiment dans un cas où un gouvernement avait non seulement des responsabilités, mais des raisons de savoir qu'une situation allait s'aggraver parce que c'est par ses propres projets que la situation allait s'aggraver. Donc, on sait que la 30 est déjà congestionnée en temps normal, en ce moment, et le gouvernement a annoncé 2 projets. D'abord, en 2015, on a su que le REM allait se rendre au 10-30. Et donc, on a su qu'il y aurait une pression supplémentaire sur la 30, considérable. 3000 places de stationnement nouveaux à un bout, enfin à une jonction de la 30. Ils ont annoncé aussi en mai 2017 qu'il y aurait des travaux à partir de l'an 2000 sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui va créer un enfer pendant 2 ans. Donc, ils le savaient. Donc, voici un gouvernement qui dit la situation va s'aggraver à un bout de la 30 et la situation va s'aggraver à un autre bout de la 30 où il y a la 20. Alors, évidemment, les députés du Parti québécois, les élus de la Montérégie ont dit la seule chose qu'on pouvait dire, il va falloir élargir la 30. Il va falloir faire du transport collectif sur la 30, sur les voies d'accotement. La réponse du gouvernement, ça a été Québec dit non à l'élargissement de la 30. C'est-à-dire, la question a été posée au moment où elle devait être posée, alors qu'on avait le temps d'agir à temps. On avait tout à fait le temps, en 2 ans, d'utiliser les accotements pour donner des voies réservées pour des autobus sur la 30. Mais la réponse du gouvernement, officiellement, c'était non. Et ça, c'est un article qui date de février 2017. On a continué à le réclamer. Les élus locaux ont continué à le réclamer. Et Stéphane Bergeron a posé la question en décembre dernier, en lui disant « ça n'a quand même pas d'allure que vous ne faites rien en sachant, en connaissant cette catastrophe annoncée. » Et le ministre André Fortin, qui, vous le savez, est l'étoile montante de l'équipe libérale, l'étoile montante, a répondu « La 30, comme les autres projets à Montréal, s'inscrit dans une perspective qui doit être une perspective globale, régionale, qui doit être réfléchie et qui doit répondre aux besoins du citoyen. » On croirait lire du Mélanie Joly. Alors, ce gouvernement avait la responsabilité d'agir à temps pour empêcher une congestion qui dégrade la qualité de vie des citoyens de la Montérégie, pose des problèmes à l'économie de la Montérégie et crée des problèmes de qualité de l'air à Montérégie. Alors, hier, plusieurs de mes collègues étaient présents à cette 3e demande globale des élus de la Montérégie d'agir en urgence. Nous, on demande au gouvernement aujourd'hui de nous donner un calendrier rapide de réalisation pour des voies rapides sur la 30 avant que le REM arrive à l'été 2021, avant que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine soit entravé à partir de 2020. Donc, il y a urgence. Ils sont déjà en retard. Nous sommes prêts à les appuyer dans toute mesure d'accélération des travaux pour qu'ils réparent leur erreur. Merci beaucoup, M. Lisée. On va aux questions. Micro de gauche, M. Dion, Radio-Canada. Ça, c'est pas un peu contradictoire au développement durable de dire on va élargir des autoroutes? Nous, au Parti québécois, on est très clair. Nous n'appuyons les élargissements d'autoroutes que si ces élargissements sont entièrement consacrés au transport en commun et au covoiturage. C'est la condition. On le dit pour la 19, on le dit pour la 15, on le dit pour la 13, on le dit pour la 30. Il n'est pas question pour nous de faire des voies nouvelles pour ajouter des voitures. Ça, c'est la théorie de la CAQ. Plus de voies, plus de voitures et de la nouvelle congestion pire dans quelques années. Pour nous, l'idée, et en ce moment, ce que demandent les gens de la Montérégie et le caucus du Parti québécois de la Montérégie, c'est d'utiliser immédiatement les accotements pour pouvoir faire ce transport en commun rapidement, en attendant d'élargir pour que l'élargissement soit entièrement consacré au transport en commun et au covoiturage. Allez-vous faire souvent des alliances comme ça avec le gouvernement pour vous en prendre à la CAQ? Ce matin, on est plutôt contre le gouvernement et contre son inaction. Puis je suis content de dire que sur ce sujet-là, la CAQ n'a pas été très présente.
Mais je suppose que vous référez à ma question d'hier. Oui. Ça va arriver. Maintenant, ce que j'ai dit hier au premier ministre, c'est que, bon, c'était très bien de critiquer la CAQ sur le test des valeurs, mais que je le trouvais un peu mou sur la question de la langue et que lui-même, et que j'ai beaucoup posé de questions au premier ministre depuis 1 an et demi sur le fait que sa politique d'immigration en matière linguistique était un échec et que je trouvais que ça n'avait pas l'air à le déranger que la CAQ propose un échec encore plus grand. Et si vous relisez mes questions, à chaque fois, je renvoie sur le premier ministre le fait qu'il est trop mou en matière d'immigration et que ce serait pire avec la CAQ, bien sûr, et que je crains que la pression combinée de la CAQ et du patronat fasse en sorte que le gouvernement libéral lui-même devienne moins rigoureux dans la sélection d'une immigration francophone où il n'atteint lui-même même pas ses objectifs. Et je crains qu'il utilise cette pression-là pour dire, bien, écoute, si la CAQ ne demande plus le français pour les immigrants, le patronat demande qu'on ne demande plus le français pour les immigrants, bien, le Parti libéral va aller dans ce sens-là. Merci. M. Laforêt, TVA. Je vais utiliser un mot neutre ce matin. Bonjour à vous. Concernant hier, le gouvernement du Québec a envoyé une facture pour les migrants à Ottawa. Le gouvernement du Québec demande un assouplissement des règles pour les travailleurs étrangers temporaires. Il n'y a pas de réponse, même pas d'accusé-réception. Comment vous qualifiez ça? Bien, d'abord, je suis très, très, très heureux que 7 mois après que j'en ai fait la suggestion, le gouvernement libéral me donne raison. Alors, j'avais demandé ça l'été dernier. Ça avait été mal reçu par M. Couillard. Je me souviens qu'il n'avait pas trouvé que c'était une bonne suggestion. J'ai comme le souvenir là, qu'il ne fallait pas demander ça. J'avais demandé à RTL aussi en février et c'est là qu'il avait acquiescé à notre demande. Tout à fait. Alors donc, la pression du Parti québécois... La demande, les... Pardon? Vous voulez pas le répéter? Les quoi? Qu'on devrait payer pour les... Bien, je pense qu'effectivement, le fait que le gouvernement libéral fédéral a lancé une invitation générale à beaucoup de gens a créé une pression sur le système québécois qui génère des frais et que c'est au gouvernement fédéral de payer. Alors, c'est ce que j'ai dit à l'époque, c'est ce que je redis aujourd'hui. Et ces gens-là sont victimes d'une invitation trop large du gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, l'estimation dont vous faites état aujourd'hui, ils disent que 90 % de ces gens vont être retournés chez eux. C'est beaucoup plus que ce qu'on croyait à l'époque. Et donc, c'est tellement une injustice qui est commise envers ces demandeurs d'asile de leur avoir fait croire qu'ils pouvaient refaire leur vie ici aussi facilement. Alors donc, oui, j'avais fait la proposition que ce soit le gouvernement fédéral qui paie. Je suis content qu'après 7 mois, le gouvernement québécois soit d'accord avec moi. Maintenant, on va attendre de voir ce qui se passe du côté fédéral. D'habitude, ils ne répondent pas aux demandes du Québec en 24 heures. Hein. Moi, je n'ai jamais vu ça. Alors, on va leur donner quand même 48 heures avant de commencer à s'impatienter. C'est pas ça un peu inacceptable que depuis le mois d'octobre, il y a des demandes répétées pour régler le problème des travailleurs étrangers, puis vous l'avez vous-même constaté dans des entreprises. Il n'y a pas d'accusé-réception, ça ne bouge pas. Pour les travailleurs étrangers sur lesquels donc la demande est antérieure, parce que la demande de remboursement, si on a bien compris, elle date d'hier. OK? Alors, vous voyez, comme je suis patient avec le fédéral, je me dis, quand même, je ne vais pas réagir en 24 heures. Mais oui, effectivement, sur les travailleurs temporaires étrangers, c'est une politique fédérale qui est appliquée sans aucun égard aux demandes québécoises généralisées dans un moment de pénurie de main-d'œuvre. Moi, je pense qu'il faut avoir une politique de rétention des travailleurs temporaires, ceux qui reviennent constamment. On peut faire en sorte qu'il y en a qui soient ici pour une plus longue période. Mais c'est clair que le gouvernement fédéral imagine sa politique d'immigration sans aucun égard envers les besoins du Québec. Merci. Madame Plante, après Canada. Bonjour. Donc, en toute transparence, pouvez-vous nous expliquer comment vous entendez utiliser les données des Québécois lors de la prochaine campagne électorale? Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment sur l'utilisation des données. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça va se passer pour vous au Parti québécois lors de la prochaine campagne électorale? Bien, je sais que les directives qu'on a données au parti et qu'ils appliquent, c'est aucune donnée personnelle, que des données génériques. Alors, justement, on m'a fait une présentation la semaine dernière sur mon comté
Et on va montrer comment, dans chacun des sections de vote, il y avait une évolution du nombre de femmes ou d'hommes, de personnes âgées ou moins âgées, de langues parlées, etc. Aucune information personnelle, mais des indications qui nous permettent de savoir que dans tel type de population, par exemple, il y a plus de personnes âgées dans ce coin-là qu'avant, et donc on va leur parler un peu plus de nos propositions pour les soins à domicile. Et dans ce coin-là, il y a plus de jeunes familles, on va leur parler un peu plus de nos propositions pour les CPE. C'est les données dont on a besoin. On n'a pas besoin de plus que ça. On ne veut pas plus que ça. Il n'est pas question d'utiliser des données personnelles. À votre connaissance, est-ce que tous les partis fonctionnent de la même façon ou c'est seulement que... Moi, je ne peux parler que pour le Parti québécois. Les autres, je ne sais pas. Pour l'assurance parentale, est-ce que vous êtes d'accord avec l'esprit, l'essence du projet de loi qui va être déposé aujourd'hui, je crois, là, sur ajouter de la flexibilité au régime? Nous, on veut donner du temps aux parents, c'est certain. On va attendre de voir les détails de la proposition. Nous travaillons nous-mêmes sur une proposition assez ambitieuse à ce sujet-là. On veut à la fois que les parents aient davantage de temps, mais on veut aussi ne pas alourdir le fardeau des PME. Alors, on a hâte de voir comment cette combinaison-là va être satisfaite par le gouvernement, parce qu'en ce moment, on a la colonne coûts, mais on n'a pas la colonne réduction des coûts. Est-ce que dans le budget de la semaine prochaine, le gouvernement va effectivement abaisser la pression fiscale sur les PME? Nous, on le veut, à mesure qu'on fait des mesures supplémentaires pour les salariés et pour les familles. Il faut alléger le fardeau de façon équivalente pour les PME. On craint que ce ne soit pas le cas, mais on attend. Il y a un budget la semaine prochaine. Merci. M. Pilon-Larose, à presse. Les auditions publiques sur le projet de loi 128 se terminent aujourd'hui. De votre côté, au Parti québécois, après avoir entendu donc l'ensemble des intervenants qui sont venus en commission parlementaire, jugez-vous à ce stade-ci maintenant qu'il faut bannir les pitbulls du territoire du Québec? Nous avons une discussion à avoir en caucus là-dessus. Comme vous savez, c'est un sujet délicat. Nous n'avons pas encore déterminé notre position. Craignez-vous que ce sujet-là, puisqu'il est si polarisant, pourrait, d'une façon ou d'une autre, vous nuire politiquement, peu importe la position que vous pourriez prendre? On est en politique pour prendre des décisions difficiles, trouver des points d'équilibre, alors pas plus là-dessus que sur un autre sujet. Merci. M. Lecavalier, micro de gauche. Bonjour, M. Lisée. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le Parti québécois a appuyé le projet de loi 164 sur l'accès à l'information? Bon, alors là, le sujet, là, c'est les cigarettiers. Alors, les cigarettiers voulaient avoir accès à des informations pour essayer de ne pas payer 60 milliards de dollars aux Québécois pour la dégradation de leur santé dont ils sont responsables. Alors, on est au centre là, d'une question qui est assez compliquée, où les cigarettiers voulaient renverser une jurisprudence qui était établie pour pouvoir avoir accès à des informations qui allaient les aider à ne pas réparer les dommages qu'ils ont causés. Alors, le gouvernement nous a dit, si on veut empêcher les cigarettiers d'aider leur cause, il faut cet amendement-là. Ce n'est pas nous qui avons rédigé l'amendement. Nous n'avions pas de capacité de faire autre chose que de dire, bien, effectivement, les cigarettiers ne doivent pas avoir accès à cette information-là. Et donc, on a voté pour cette raison-là. Moi, j'étais le responsable du Parti québécois dans le dossier de la lutte anti-tabac. J'ai eu les cigarettiers devant moi, j'ai eu leur lobby devant moi, j'ai été extrêmement dur avec eux. Je ne veux pas leur faire de cadeaux. De la même manière, on n'a pas arrêté de dire que le gouvernement libéral n'était pas transparent en général sur l'accès à l'information. Ça fait 4 ans qu'on demande une réforme, une mise à jour de cette grande loi du Parti québécois sur la transparence, et nous ne l'avons pas, et je ne fais pas confiance aux libéraux pour qu'ils nous la donnent. Nous, au gouvernement, le 1er octobre, nous allons mettre à jour la grande loi du Parti québécois sur l'accès à l'information. Dans ce cas-ci particulier, nous ne voulions pas faire de cadeaux aux cigarettiers. Est-ce que vous comprenez aussi que ce projet de loi-là va empêcher les orphelins du Plessis de savoir pourquoi ils ont obtenu moins que les enfants qui ont passé pendant les pensionnats autochtones? Il semble que ce soit bien le cas, là. Bien, je comprends qu'il y a des effets collatéraux, comme à chaque fois qu'on prend une décision. Mais pour moi, les 60 milliards de dollars qui sont en jeu pour la santé au Québec, je considérais que c'était important de ne pas donner une victoire possible aux cigarettiers. Merci. Madame Sioui, micro droite. Bonjour, je veux juste faire un suivi sur la question de mon collègue. Il y a un article dans la loi qui vous permet de ne pas donner accès aux cigarettiers, c'est l'article 145.
pourquoi vous adoptez un nouveau projet de loi qui, comme vous venez de le dire, a des dommages collatéraux plutôt que de faire appliquer la loi telle qu'elle existe déjà? Le gouvernement nous a présenté les options telles que ces avis juridiques l'entrevoyaient. On peut avoir un débat, effectivement. Est-ce que tel article pouvait être utilisé, tel autre article pouvait être utilisé? Le ministère de la Justice du Québec, la ministre responsable, nous ont dit, avec nos avis juridiques, le risque est grand que sans cet article, les cigarettiers vont avoir accès à cette information. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Nous ne le savons pas. Nous n'avons pas eu accès aux avis juridiques du gouvernement. C'est toujours le cas. Mais dans le doute, nous avons préféré nous assurer que les cigarettiers n'allaient pas avoir des informations qui pouvaient les aider à ne pas réparer leurs dommages. Ça n'aurait pourtant pas été la première fois que vous ne seriez pas fié aux avis juridiques du gouvernement. Là, ils en avaient pour le projet de loi 62 aussi, par exemple. C'est toujours... Vous avez pris le risque de faire des dommages collatéraux en faisant confiance aux avis juridiques du gouvernement. Notre volonté de rendre responsables les cigarettiers pour le dommage qu'ils ont causé à la santé de millions de Québécois nous a conduit à prendre cette décision. J'aurais aimé être au gouvernement, lire les avis juridiques, peut-être proposer une solution différente. Ça sera le cas après le 1er octobre. Mais dans ce cas-ci, je ne voulais pas que dans 2 ou 3 mois, vous soyez à ce micro pour nous dire qu'on a donné des arguments aux cigarettiers qu'on aurait pu empêcher de donner. Merci. Si je peux me permettre, vous avez aussi Ensuite, à gauche, parlé de l'intention des cigarettiers de renverser la jurisprudence, mais habituellement, les tribunaux se fient à la jurisprudence pour rendre des décisions. Vous n'avez pas confiance aux tribunaux? Pourquoi adopter un projet de loi qui a des effets collatéraux quand il existe des tribunaux qui appliquent déjà la jurisprudence? L'inquiétude du gouvernement québécois et du ministère de la Justice, c'est que sans cet article, il y aurait eu un renversement de jurisprudence. Et donc, c'est l'inquiétude qu'ils ont exprimée. Là-dessus, nous préférions être certains que les cigarettiers n'auraient pas des armes supplémentaires contre les Québécois. Je serais très heureux d'avoir un débat d'experts avec des avis juridiques pour dire si c'était nécessaire ou non. Mais dans l'information disponible au moment où nous l'avions, il nous semblait que protéger la santé des Québécois face aux cigarettiers était la variable la plus importante. Encore une fois, nous comptons revenir avec une vraie réforme de cette grande loi du Parti québécois. Nous sommes très, très critiques de la façon dont le gouvernement libéral a traficoté avec l'accès à l'information. Ce cas-là est très particulier. Il y a un élément de santé publique important.